Donc, bonjour à tous, c'est le début du webinaire pour améliorer l'attractivité des jeunes candidats, mais aussi de l'ensemble des candidats qu'on peut avoir dans la supply chain. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cyril, qui va se Bonjour. présenter, mais on peut dire dans les grandes lignes quand même que c'est un professionnel de la supply chain qui s'est reconverti dans le recrutement. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ce type de profil pour parler le même langage aux candidats, aux entreprises et bien faire le bridge entre les deux. Et donc, il va nous présenter ses astuces, les aspects fondamentaux qui permettent d'améliorer son positionnement au travers de son profil dans sa carrière professionnelle. Et donc, je vais lui laisser la main et vous pourrez lui poser vos questions tout au long du webinaire. Moi, je serai le modérateur, comme je vous l'ai dit. Donc, posez vos questions dans le chat ou essayez d'interrompre au bon moment pour poser votre question à Cyril. Et Cyril, c'est à toi, tu es l'animateur. D'accord, merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, voilà, on a 1 heure devant nous. Le sujet est très vaste, vraiment très très vaste, parce que on va parler supply, on va parler le positionnement par rapport à une offre d'emploi, comment comme se mettre dans la tête du recruteur, parce que le recruteur se met dans votre tête, mais vous devez mettre dans la tête du recruteur pour essayer d'avoir un maximum d'armes et d'outils pour vous débrouiller du mieux possible pour décrocher votre premier job ou alors évoluer au sein de votre carrière. Donc, dans un premier temps, je ne vais pas pouvoir balayer tout, c'est pas possible. J'ai décidé en fait d'axer ce webinaire, on en fera d'autres, hein, sur comment je prépare mon entretien. Très, très important. Qu'est-ce qui se passe en amont? En amont de l'entretien. Ensuite, arrive l'entretien, je prépare mon entretien. Alors ça, c'est pas valable que pour les profils juniors, hein. Je peux vous dire qu'il y a des gens seniors, expérimentés, qui savent pas se tenir en entretien ou qui n'ont pas compris les codes de l'entretien. Donc, ça peut être vraiment utile. Et dans un deuxième temps, on parlera plutôt de comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire enfin, ça va surtout s'adresser aux profils juniors, mais pas que aussi également. C'est-à-dire quels sont les codes de l'entreprise, comment je fais pour évoluer en termes de salaire, en termes de poste, de compétences, etc., etc. Il y a des idées reçues, il y a des gens qui attendent que ça tombe tout cuit, qui ne comprennent pas pourquoi leur chef ne leur a pas mis d'augmentation, etc., etc. Donc moi, je vais vous faire part de mon expérience personnelle quand j'étais directeur, mais également aujourd'hui en tant que recruteur, parce que je m'entretiens avec les candidats avant, mais je m'entretiens aussi après lorsqu'ils sont en poste et je fais un point avec eux plusieurs fois dans leur période d'intégration, voire même après. Donc j'ai des retours qui sont parfois différents de ce que moi j'ai pu comprendre du poste pour lequel j'ai recruté, ou alors la personne, je l'ai perçue d'une manière différente, et quand je la revois 6 mois après, elle a besoin d'être un peu coachée et accompagnée. Donc, je vais vous faire profiter de ces exemples-là. Alors, on pourrait dire, avant de démarrer, que globalement, le marché de l'emploi, il commence à être meilleur qu'il n'a été 2024 et début 2025. Voilà, ça c'est une tendance, ça repart, c'est pas parfait, parfait, mais ça repart. On arrive à pas atteindre les niveaux de juste après Covid, qui étaient quand même des niveaux exceptionnellement hauts. Néanmoins, il y a quelques postes qui sont de nouveau très, très demandés, comme des postes de demand planner, de planning, appro, des gens qui vont faire du SNOP, des managers. On a besoin de beaucoup de managers aussi sur les plateformes logistiques, hein. Beaucoup de jeunes diplômés veulent tous être chefs de projet, mais en fait, si vous regardez bien, des chefs de projet, on n'a pas besoin tant que ça dans les entreprises. Bien sûr, c'est souvent le poste auquel vous vous rattachez parce qu'en tant que stagiaire, on vous confie un projet, donc c'est toujours sympa le projet, mais sachez que les entreprises n'ont pas forcément besoin de chefs de projet. Je dirais que le marché est plutôt dynamique là sur ce début de septembre pour des postes en dessous de 65 k euros. C'est plus dynamique que pour des postes supérieurs à 100 k euros. Bon, pour différentes raisons, hein, la crise, l'attente d'investir, un cadre qui part qu'on ne remplace pas, etc., etc. Enfin, voilà, c'est pas le but du webinaire, mais globalement, c'est plutôt positif et je voulais vous transmettre moi mon ressenti. Ah, le marché reprend des couleurs, c'est une bonne Ouais, nouvelle. voilà, le marché reprend des couleurs. Les candidats, il y a de bons candidats qui sont de nouveau actifs. Et donc ça, c'est intéressant. Bah, tiens, on peut rebondir tiens, sur un point, sur la façon dont je travaille. Moi, je travaille principalement par chasse, hein. Je fais 90% de chasse directe.
Donc, je mets très, très rarement des annonces. C'est extrêmement rare qu'on voit des annonces. Parfois, je mets un post LinkedIn, mais il n'y a pas d'annonce derrière. Je dis aux gens de me contacter. Euh, bien évidemment, je travaille avec mon réseau. Je ne vais pas vous dire comment je l'ai mon réseau, mais quand je ne trouve pas dans mon réseau, j'utilise LinkedIn. Et LinkedIn est en fait un outil extrêmement performant. Donc là, je m'adresse vraiment aux profils juniors, récemment diplômés ou futurs diplômés, parce que je donne des cours aussi aux arts et métiers et je vois le retour et les réactions parfois des étudiants. LinkedIn est un outil, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram. Donc vous avez des candidats qui disent bah, moi, j'ai pas de profil LinkedIn parce que c'est bien gentil de dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On ne voit que le côté sympa de l'iceberg. Non, LinkedIn, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est un moyen de vous rendre visible et de vous faire repérer par des gens qui ont des jobs à vous proposer ou des opportunités professionnelles à vous proposer. Et lorsque vous êtes contacté par un chasseur de tête, souvent il vous approche, soit il vous approche en vous donnant très très peu d'informations sur le poste, soit il vous en donne beaucoup. Ce qui est important, c'est de répondre. Voilà. Aujourd'hui, il y a à peu près 15-20% de gens qui répondent aux approches de chasseurs. Alors dites-vous bien qu'on a tous des CRM et qu'on sait qui nous a répondu et ce que les gens nous ont répondu. Et quand ces gens-là reviennent 2 ans après en vous disant ben, je viens de quitter mon entreprise, pouvez-vous m'aider? On s'en rappelle. Donc voilà, c'est important de vraiment, ça fait partie de la façon de tisser du lien. C'est pas forcément tous les jours, donner tous les jours d'avoir un contact avec un cabinet. D'ailleurs, souvent les candidats se plaignent, hein, on n'arrive pas à les avoir, ils ne nous répondent pas, etc. Quand vous avez un contact, saisissez-le. Même si vous n'avez pas le souhait de quitter votre entreprise, même si le cabinet s'est trompé dans votre profil, ayez une formule de politesse pour leur remercier du contact, etc. et de proposer de garder contact. Très important. Voire éventuellement, dites, si vous n'êtes pas intéressé par le poste, ce qui est très apprécié par les cabinets, c'est de dire, bah voilà, écoutez, moi, je ne suis pas intéressé, mais je connais quelqu'un dans mon réseau qui peut être intéressé. Est-ce que vous m'autorisez à lui communiquer vos coordonnées? Tout ça, en fait, permet de bâtir un réseau, permet de bâtir un historique avec un tel ou un tel. Et vous savez, le monde du travail est un monde très très petit. Aussi bien les gens que vous avez appréciés, avec lesquels vous avez apprécié de travailler, ou ceux avec qui vous n'avez pas apprécié, tôt ou tard, vous allez les rencontrer. Donc c'est vraiment important, votre comportement est important. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est que il y a très souvent, au début, lorsqu'on démarre dans sa carrière, on cherche son premier job, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir trouver le job idéal. Et on a tendance à dire, bon, ben, je vais prendre ce qui va venir parce que voilà, moi, j'ai fait un master, j'ai fait un DUT, j'ai fait une école d'ingénieur, etc., etc. Néanmoins, c'est important quand même de vous projeter dans les 5 ans, de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire en fait? Est-ce que moi, c'est plutôt l'industrie qui m'intéresse? Si c'est l'industrie, évitez d'aller travailler chez Decathlon ou Carrefour parce que vous allez vous coller une étiquette de retail, sauf si vous faites de la pro, auquel cas ça peut être transférable, mais si vous voulez faire du SNOP ou des choses comme ça, ou alors travailler sur du planning de prod plus tard, ça risque d'être un petit peu plus compliqué de passer de l'un à l'autre, quoique toutes les passerelles sont possibles. Là, je recrute quelqu'un sur un poste de planificateur qui vient du monde du transport, et voilà, donc c'est tout à fait possible. Mais ça réduit vos chances, donc essayez de le faire d'une manière réfléchie. Ensuite, ce qui est important, c'est il y a plusieurs façons de rentrer dans une entreprise. Bien sûr, 60% du marché, c'est des offres. Bon, OK, il y a des offres d'emploi, tout le monde y répond, on voit, tiens, il y a déjà 40 personnes qui ont répondu. Dites-vous que sur les 40 personnes, il y en a peut-être que 5 ou 10 qui tiennent la route, le reste sont des gens qui ont répondu mais qui ne sont pas dans le profil ou qui ont juste balancé leur CV en se disant bah, tiens, peut-être que je vais me faire repérer, etc., etc. Donc, ne vous découragez pas, répondez aux offres. Après, il reste 40%. Qu'est-ce que c'est les 40%? Là, c'est être visible sur LinkedIn, c'est être visible sur des réseaux, c'est partager du contenu, c'est envoyer des candidatures spontanées. Ça, on l'oublie aussi beaucoup. Beaucoup de jeunes même les moins jeunes, hein, ont négligé totalement les candidatures spontanées. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on veut de l'immédiateté, on veut de la réponse rapide. J'envoie un message, j'envoie un mail, je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas répondu, etc., etc. Et on vise l'excellence en termes de résultats. Dites-vous bien que des candidatures spontanées, si vous avez 5% de retour, c'est beaucoup. Alors vous allez dire, bah, 5%, ça ne sert à rien de le faire. Mais au moins, ça vous permet de vous intéresser au tissu économique, vous intéresser aux entreprises, de voir si ça recrute pas. Comment on peut savoir qu'une entreprise recrute? On ne cherche pas forcément des postes dans son domaine. On va regarder s'il y a des postes. Tiens, je veux rentrer chez l'usine X. Ben, je vais regarder, est-ce que l'usine X recrute? Elle recrute des responsables de maintenance. Ah, tiens, c'est écrit dans une annonce suite à une nouvelle acquisition, suite à l'agrandissement. Ah, ben donc, si acquisition, il y a peut-être besoin de gens en supply. Donc, on peut peut-être en profiter pour envoyer sa candidature. Soit on trouve la personne sur LinkedIn, soit on ne la trouve pas.
et on l'adresse directement aux ressources humaines ou on fait un courrier. C'est pas has-been du tout de faire un courrier aujourd'hui parce qu'on en reçoit très très peu et les gens qui envoient des courriers sont des gens qui ont, dont, ils sont sûrs qu'on va apporter de l'importance à leur candidature. Alors, Et donc ça c'est ces 40% là, hein. ce qui peut être intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a ces 40%, parce que dans le process de recherche d'un candidat, ça commence pas parce qu'on a publié une annonce. Il y a des choses qui se passent en avance, qui font qu'on va sur ces 40% avant de publier l'annonce. Exactement. C'est une très très bonne question, Jean-Baptiste. Effectivement, c'est pas un matin on se lève on dit tiens si on mettait une annonce d'un approvisionneur, c'est parce que il y a un besoin, parce que la personne va partir, parce qu'elle vient de démissionner, parce qu'on va renforcer. Tiens, il y a une augmentation de nos ventes et donc par conséquent, il va falloir qu'on renforce notre équipe approvisionneur. Parce que je prends un poste d'appro. Donc il y a un besoin qui se crée en amont. D'accord. Donc il faut essayer de le déceler. Alors pour le déceler, c'est là où c'est un petit peu compliqué parce que si vous n'avez pas de réseau, vous ne pouvez pas le savoir. Mais en discutant avec un tel, tiens, des anciens de la même école que vous, en lisant, tiens, des informations sur les profils LinkedIn, on peut avoir quelques informations. En fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que, moi je le dis souvent aux gens que j'ai en entretien, pour entrer dans une maison, on peut rentrer par la porte ou par la fenêtre. Et tout le monde veut rentrer par la porte, donc tout le monde s'agglutine par la porte, mais personne n'a l'idée de rentrer par la fenêtre. Et en fait, une façon de rentrer par la fenêtre, c'est effectivement, ça peut être de contacter des cabinets, si vous pensez avoir un profil qui peut vraiment les intéresser, et puis d'envoyer des candidatures spontanées, contacter directement un directeur de prod, un directeur supply, un directeur logistique. Bien sûr, il ne faut pas les inonder. Mais si vous pensez que vous avez un profil qui cadre à 90% avec ce qu'ils peuvent avoir besoin, avec le poste dont ils peuvent avoir besoin, faites-le, hein, lancez-vous. Je Est-ce dirais que, après. Ouais, ouais, est-ce que pardon. tu as besoin que j'affiche une partie là? Ou est-ce que tu es encore dans... Alors, justement, non, là j'étais dans l'intro. Maintenant, on va démarrer si tu veux. Ouais, je veux bien que tu démarres. Merci, Jean-Baptiste, j'allais te le dire. Alors, en fait, ce que j'ai fait, voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'objectif, on a 1 heure. Il faut vraiment que vous en puissiez avoir un maximum d'informations. Je me tiens à votre disposition, bien évidemment, après, en message perso. Là, j'ai recensé à peu près une douzaine de questions que typiquement, on peut vous poser en entretien. Ce n'est pas forcément celle que je vais poser, mais que globalement, une entreprise ou un cabinet va vous poser. Elles sont un petit peu mises pêle-mêle, donc je vais vous donner mon regard afin que vous puissiez vous préparer. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai perdu le fil de ma pensée. Ça va revenir. Bon, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Va sur celle-ci, déjà, Allez, on est dans on y l'entretien va, d'embauche. on y va. On a eu un entretien euh, proposé par l'entreprise. C'est déjà une Oui, première victoire. exactement, exactement. Alors, en fait, ce qui est important avant, admettons que je réponde à une annonce, c'est déjà de vous dire est-ce que je cadre à 80% avec cette annonce. Si vous perdez votre temps à inonder le marché de votre CV alors que vous voyez que vous ne cadrez pas et qu'après vous vous étonnez que vous n'avez pas de retour de recruteur, ne soyez pas surpris. Donc, ne perdez pas votre temps parce qu'en plus, mentalement, vous allez perdre confiance en vous disant j'ai répondu à 30 offres, j'ai eu aucune réponse, je n'en ai eu qu'une. Donc déjà, répondez à moins d'offres possible, mais par contre, faites-le correctement, de manière très professionnelle. Travaillez votre CV, balancez pas un CV à tout le monde. Regardez, très souvent, il y a des mots-clés dans une offre. Il y a des informations importantes. Posez-vous la bonne question. Posez-vous cette question-là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire au recruteur quand il va me poser la question, pourquoi je pense être le bon candidat pour ce poste? Qu'est-ce qui me différencie par rapport aux autres? Et si vous n'êtes pas capable de vous poser cette question-là, ça veut dire que ça va être compliqué pour vous pour la suite. Donc vraiment, cette question-là est importante. Et si vous êtes sûr de vous, à ce moment-là, si vous n'avez pas de réponse au bout de 8 jours, vous trouvez un moyen, n'importe quel moyen, par LinkedIn, les emails, les coups de téléphone, vous essayez de rentrer en contact avec le recruteur pour dire, voilà, est-ce que vous avez reçu ma candidature? Mais attention, ne le faites pas perdre de temps, parce que lui va s'en souvenir si vous le faites perdre de temps. Si vous êtes sûr que vous êtes la bonne personne, il n'y a aucune raison, vous n'avez aucune raison d'avoir peur, vous vous lancez. Donc, première question que très souvent on va vous poser, qu'est-ce qui vous fait penser que nous devrions vous embaucher? Ou alors, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes la bonne personne pour ce poste? Ou qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes différent des autres? Alors, très typiquement, bah voilà, bah moi je sais tout faire, etc., etc. Bon, ça, c'est une réponse complètement bateau. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que la bonne réponse, elle pourrait consister à faire un autodiagnostic de la situation, c'est-à-dire, en fait, cette question, elle arrive très souvent en fin d'entretien, elle n'arrive pas au début.
Ça veut dire, en gros, qu'est-ce que vous avez compris de nos enjeux? Qu'est-ce que vous avez compris du besoin du poste? Et donc, aller repuiser en résumé dans votre parcours. Bah oui, effectivement, vous avez besoin de quelqu'un qui maîtrise le RP. Bah, écoutez, moi, je travaille sur SAP, les approches, je sais faire ci, je sais faire ça. Donc, ce qui reprend un résumé. Bon, il ne faut pas non plus refaire une liste à l'après-vert parce que vous risquez d'endormir le recruteur. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre quelque chose qui va vraiment vous différencier des autres. Et moi, je vais marquer, par exemple, l'amélioration du BFR. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le BFR, besoin de fonds de roulement, c'est un sujet déterminant en supply chain. C'est le sujet number one. C'est sûr que la supply chain, elle est là pour représenter le client en interne, elle est là pour faire en sorte que les flux, que les lead times soient fluides, etc., etc. Mais avant tout, la supply chain, elle est là pour faire en sorte que l'entreprise gagne de l'argent. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas trop de stock en amont, suffisamment quand même, pour pouvoir payer les fournisseurs après avoir utilisé le produit en fabrication et pas trop de stock en aval parce que si le produit reste trop longtemps dans l'entrepôt, c'est du cash qui ne tourne pas. Il va falloir payer les salaires, l'électricité, etc., etc. Donc, il faut un maximum de lead time. Donc, le lead time, c'est quoi? La réduction du lead time, ça veut dire amélioration du BFR, besoin de fonds de roulement entre l'argent qui sort pour payer le fournisseur et l'argent qui rentre pour que le client paye 60 jours après. Et donc, ça traite, moi, même des cadres supérieurs, hein. Je veux dire, il y en a 5% qui me parlent de ça. C'est la base, c'est la base. Moi, je voulais marquer, ça ne veut pas dire qu'il faut le sortir maintenant dans tous les entretiens, mais ça, c'est vraiment une chose qui va vous différencier. Parce que quelqu'un qui va dire, oui, moi, je suis tourné client, je fais ci, je fais ça, ok, mais avant tout, un patron, il ne vous embauche pas pour vous faire plaisir, il vous embauche parce qu'il veut gagner de l'argent avec vous. Vous êtes l'outil, vous êtes le râteau qui va permettre d'enlever la mauvaise herbe entre les tomates, etc., etc. Vous êtes un outil. Donc, il a besoin, et lui, son entreprise, ce n'est pas un philanthrope, il a besoin de gagner de l'argent. Donc, le fait de dire, j'améliore le BFR, ça permet de dire, tiens, ce candidat, il sort du lot. Et à ce moment-là, bon, le recruteur peut vous poser des questions. Donc, une réponse unique est souvent vivante. Voilà, Jean-Baptiste peut passer au suivant, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci. Alors, voilà, très souvent, le genre de questions, parlez-moi de vous. Alors, voilà, j'ai 2 enfants, machin, je travaille dans la supply chain depuis 8 ans. On voit bien que vous travaillez dans la supply chain, puisqu'on a le CV sous les yeux. Et le fait que vous ayez des enfants mariés, ça ne nous regarde pas, Aline, c'est pas important. Non, la bonne réponse, ce serait de dire, voilà, par exemple, j'ai remarqué que les meilleures actions en supply partent d'une véritable empathie client. Dans mon parcours, j'ai découvert blablabla. C'est-à-dire qu'en fait, des bons profils supply sont des gens qui sont tournés clients. C'est-à-dire qu'ils se mettent à la place du client et qui disent, OK, moi, certes, je défends mon entreprise, mais je mets à la place du client. Il vient de passer une commande, on lui donne un délai, on ne respecte pas, on ne lui livre pas la bonne commande au bon endroit. C'est normal qu'il ne soit pas content. D'accord? Donc, en fait, ça vous permet de parler de vous en vous disant, moi, je me mets à la place des autres. Notamment, je me mets à la place du client. Donc, ça me permet, dans ma façon de travailler, de m'intéresser aux autres. Voilà. Donc, en gros, c'est une façon de parler de votre personnalité. Je m'intéresse aux autres. Je m'inspire des autres pour pouvoir faire de mon mieux au niveau de mon travail. Quand on vous demande de parler de vous, ce n'est pas forcément de vous en dehors du travail. Quoique ça pourrait être ça, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à poser la question. Très souvent, les candidats ne posent pas la question. Je pose une question, ils l'interprètent d'une manière différente et me répondent à côté de la plaque. N'hésitez pas à reformuler. Vous voulez que je parle de moi, c'est-à-dire vous voulez que je vous parle de ma vie en dehors du travail? Oui, très bien. Ok, alors là, vous pouvez lui dire, voilà, je joue aux échecs, je fais du marathon, etc., etc. Pas de problème. Mais n'hésitez pas à demander. D'accord? Le feedback est très, très important en cours d'entretien. Le piège, bon là, j'en parle là maintenant, mais ce n'est pas forcément en lien avec ce slide. Le piège, c'est d'être en face d'un recruteur qui vous pose une question et qui n'acquiesce pas, qui est là, qui ne bouge pas. Et en fait, c'est une façon de vous mettre mal à l'aise aussi. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, je suis quelqu'un d'authentique, mais vous avez des recruteurs qui le font soit de manière voulue ou pas voulue, et ça peut vous mettre mal à l'aise. Et on a tendance, lorsqu'il y a trop de blanc, à vouloir combler. Donc, on répond à la question, et le recruteur, pendant 2 secondes, il ne dit rien. Et là, on se dit, mince, j'ai pas bien répondu. Et là, on commence à en reparler, on en remet, et on parle trop, on donne beaucoup trop d'informations, on commence à critiquer son manager, on commence à critiquer son entreprise. Et alors là, c'est parti, vous mettez le doigt dans un engrenage, c'est terminé. Donc, dans ces cas-là, lorsque vous avez répondu à une question, vous mettez un temps d'arrêt. Soit le recruteur rebondit, soit il ne rebondit pas, il lui dit, voilà, est-ce que vous souhaitez que j'approfondisse ma réponse ou ça vous suffit? Il ne faut pas hésiter à le faire, et très peu de candidats le font. Un recrutement, ce n'est pas qu'un candidat qui réclame du travail. C'est un échange. C'est comme un échange commercial. Voilà, c'est exactement.
Donc voilà, moi je marque pourquoi cette mauvaise réponse de partir un petit peu dans tous les sens et de ne pas cadrer votre réponse en fonction de ce que le recruteur veut. En fait, il faut des histoires qui captivent, qui montrent que vous êtes quelqu'un d'intéressant, que vous êtes différent des autres. Voilà. Je peux passer à la suivante, s'il te plaît, JB. Merci. Quelle est votre plus grande faiblesse? Alors, ça aussi, c'est une façon de voir si vous êtes capable de vous remettre en cause. Ça, c'est des questions que je pose moi pas forcément. Très sincèrement, moi, je pose pas forcément ce genre de questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens me parlent de leur métier, savoir si c'est les bonnes personnes. Et on arrive à sentir, vous savez, lors d'un entretien ou en 5 minutes, je sais tout de suite si la personne, elle fait l'affaire ou pas. Sur sa façon de s'exprimer, sur sa posture, sur sa façon de répondre, de se présenter, on arrive tout de suite à voir si c'est un client talentueux. Voilà, ça me revient à ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, beaucoup de candidats comprennent pas, mais pourtant j'ai répondu à l'annonce, je ne suis pas pris. Mais pourtant j'ai eu un entretien, on me dit que je ne suis pas pris. En fait, il y a deux façons de recruter. Soit c'est l'entreprise qui recrute, auquel cas elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Soit l'entreprise mandate un cabinet de chasse, auquel cas me mandate. Vous comprenez bien que si elle me mandate, il y a un cahier des charges que je dois respecter. Il faut quelqu'un qui vienne du secteur aéronautique, quelqu'un qui ait fait ci, qui ait fait ça, etc., etc. Vous ne savez pas tout, d'accord? C'est comme quand vous allez voir un agent immobilier et que vous lui dites, ben voilà, je recherche une maison avec 3 chambres, à 1 kilomètre d'une école, pas loin d'un arrêt de bus, etc., etc. Les gens qui mettent des annonces sur le Bon Coin ou sur seloger.com, ils vous disent pas, mais je comprends pas pourquoi tu viens pas visiter ma maison. Mais parce qu'en fait, ils ne connaissent pas vos critères de recherche. D'accord? Ils ne les connaissent pas forcément. Mais vous les connaissez. Le recruteur, lui, il connaît les critères de son client. Donc, quand il reçoit une candidature, il sait s'il va perdre son temps ou pas. Moi, je ne peux pas faire perdre mon temps à mon client qui paye déjà cher une chasse pour lui donner les profils que lui-même a déjà. Donc, il cherche des clients, il cherche des clients. Il cherche des candidats talentueux qui sortent du lot. Sinon, il met une annonce. S'il vient voir un cabinet de chasse, c'est parce qu'il a déjà mis une annonce ou alors qu'il a essayé de faire travailler son réseau et qu'il n'a pas trouvé. Donc, le cabinet de chasse, il cherche l'excellence. Il cherche le mouton à 5 pattes. Ce qui est compliqué, je ne vous cache pas que moi aussi, en tant que recruteur, ça me permet de repositionner le poste au niveau de mon client en disant, écoutez, là, je suis désolé, vous voulez quelqu'un qui ait fait ci, qui ait fait ça n'existe pas. Donc, il va falloir trouver un compromis. Ça, c'est aussi mon rôle. D'accord? Donc, c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de ne pas perdre mon temps avec des gens qui ne sont pas dans la cible. Si je cherche un approvisionneur, je n'ai pas besoin d'un poste de quelqu'un qui déchargeait les camions. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je rentre dans un avion et que le pilote de ligne me dit, voilà, commandant de bord Cyril, attachez vos ceintures, on va décoller, ça me rassure qu'ils me le disent. Par contre, si c'est quelqu'un qui dit, bah voilà, écoutez, moi je suis carreleur, mais je suis passionné par l'aéronautique, et puis bah là, on m'a laissé l'opportunité de pouvoir vous emmener en avion à Londres, là aujourd'hui, donc attachez vos ceintures. Mais moi, je suis prêt, je suis là pour apprendre, hein, vous savez, moi j'ai besoin d'apprendre. Ça m'étonnerait que vous restiez dans l'avion. Alors, j'ai ça sous forme de boutade, mais des candidats très souvent qui disent, on ne donne pas la chance aux jeunes. Ce n'est pas qu'on ne donne pas la chance aux jeunes, c'est que si on veut quelqu'un qui a cette compétence-là, l'entreprise, elle ne peut pas perdre son temps à, donner la chance à des gens qui ne connaissent pas le métier pour les former. Certaines entreprises le font, bien sûr, certaines entreprises le font, mais toutes ne le font pas. Et quand elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles veulent absolument quelqu'un de compétent tout de suite, ben, c'est sûr que même si vous avez la volonté, l'énergie, etc., ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir au moins 60% des compétences. Et c'est là où c'est compliqué pour les jeunes diplômés. C'est là où c'est compliqué parce que vous avez appris pas mal de choses en master, en DUT, en école d'ingénieur. Vous avez des compétences, très souvent maintenant, avec des gens qui font de l'alternance ou des stages, vous avez des compétences, vous savez ce que vous aimez faire et ce sur quoi vous êtes à l'aise. Si vous êtes à l'aise en maths, bah, des postes d'analyste, pas besoin de connaître l'entreprise dans le détail pour être analyste supply chain. Il suffit juste d'être bon en tableau croisé dynamique, en Excel, à être curieux, etc., etc. Si vous parlez anglais, bah, vous pouvez très bien travailler dans les appros, parce que les appros, très souvent, c'est d'ouverture internationale, etc. Donc, c'est utiliser des petites compétences pour faire un peu la différence. D'accord? Alors, par exemple, là, sur ce slide, quelle est votre plus grande faiblesse? Réponse, moi, je suis perfectionniste, je suis bon partout. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vous remettre en cause. En fait, un recruteur, lui, très souvent, les candidats, ils ont peur de dire qu'ils ont échoué. Ils ont peur que ça, ils ne sont pas bons. Mais en fait, à la limite, écoute, je retiens même pas ce que le candidat va me dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la personne est capable de se remettre en cause. Voilà. Dans la vie, on progresse, on a cuit épais en tombant. Un bébé, d'abord, il fait du 4 pattes, puis après, il marche, puis après, il tombe, etc., etc. On ne peut pas courir comme ça. Mais
il est tombé avant. Et on ne lui dit pas, bah, t'as vu, t'es tombé, tu n'arriveras jamais à courir. Mais si, mais ça fait partie de l'étape. Et en France, dans notre culture, on n'enseigne pas suffisamment ça. La culture anglo-saxonne ou américaine l'enseigne, nous, on ne l'enseigne pas suffisamment. Mais justement, le fait d'avoir quelqu'un qui a des faiblesses ou qui a échoué, pour moi, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Ça veut dire que s'il le dit, ça veut dire qu'on peut reconnaître ses erreurs et justement, on grandit de ses erreurs. Bonne réponse. J'ai tendance à m'attarder sur l'analyse excessive. Par exemple, j'ai écrit, mais cela m'aide à décider plus vite et mes résultats se sont améliorés. On part d'un défaut qui peut-être, bah, on est perfectionniste, on est dans le détail, mais je sais que je suis perfectionniste, mais ça m'a aidé quand même à pouvoir décider rapidement parce que du coup, si je perds du temps à tout analyser, mais le jour où je dois prendre ma décision, je la prends rapidement. Ou bien enfin, il existe toutes sortes de choses, mais le meilleur moyen de savoir quelles sont vos faiblesses, c'est aussi de demander à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Souvent, eux ont un regard différent du vôtre. Bon, les vrais points faibles surmontés sont les plus crédibles, sont plus crédibles que les fausses excuses. Voilà, ça c'est ce que je veux vous dire. Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un me dise, voilà, je me suis trompé dans le recrutement d'une personne de mon équipe, c'était une vraie catastrophe, c'était une personne toxique, etc., etc. Moi, je ne vais pas dire, vous êtes un très mauvais recruteur, vous avez pu faire un mauvais entretien avec le technicien que vous avez recruté. Dire, OK, qu'est-ce que vous en avez appris? Ben, j'ai appris que il faut faire ci avant, il faut faire ça avant, et du coup, maintenant, je ne le fais plus, je m'y prends comme ça, très bien, bravo, super. Voilà, parfait. Donc ça, c'est important de bien préparer ce genre de choses. Slide suivant, JB, merci. Pourquoi voulez-vous spoilt? Mauvaise réponse. Alors ça, c'est tout le monde qui dit ça. Pas tout le monde, 90% des gens. Ben, votre entreprise correspond à mes compétences. Mais en fait, oui, d'accord, on se doute bien, si vous êtes en entretien, c'est qu'on pense que vous êtes compétent pour ce poste. Donc ça, c'est du blabla, c'est des grandes phrases que n'importe qui peut dire. C'est pas pertinent. Franchement, c'est pas pertinent. Non, la bonne réponse qui m'attire, c'est ce que votre équipe, c'est que votre équipe travaille sur des projets concrets à fort impact. J'ai envie de contribuer à ces réalisations parce que avant, la personne vous aura parlé du poste, bien évidemment. Vous postulez pas si vous savez pas. Donc vous allez faire parler le recruteur. Vous pouvez m'expliquer quel est leur degré de maturité au niveau de la supply chain? Est-ce qu'ils ont un SNOP? Ok. Est-ce qu'ils ont un logiciel de prévision? Donc vous posez toutes ces questions-là. Et ça vous permet, au moment où on va vous poser la question très souvent en fin d'entretien, bah, de dire, bah, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est tel projet. Voilà, parce que je peux apporter mon expertise, etc., etc. D'accord. Vous rattachez à ce que l'entreprise a besoin, toujours. Évitez de parler trop de vous. Souvent, ça, c'est un défaut. On parle de soi, on parle de soi, on parle de soi. Mais dites-vous bien une chose, l'entreprise, quand elle recrute parce qu'elle a un besoin. Elle ne recrute pas pour vous faire plaisir. Elle a un besoin. Comprenez ses enjeux. C'est quoi ces enjeux? Et pour les comprendre, soit c'est écrit dans l'annonce, soit le recruteur vous le dit, soit si vous ne le dites pas, vous devez aller chercher l'information. C'est quoi les enjeux? Il y a trop de stock, les clients s'en vont, la prod, ça ne va Organisation, pas, oui. la réorganisation. Il faut comprendre les enjeux et ensuite vous resservez au recruteur ou à l'entreprise ce qu'ils ont besoin d'entendre. D'accord? Voilà. Moi, un vendeur de voiture, c'est parfait les vendeurs de voitures. Un vendeur de voiture, il vous écoute. Alors, monsieur, vous êtes quoi? Une famille de 2 enfants? Ok, vous faites du sport, pas de sport. Et après, j'ai la voiture qu'il vous faut. Tel monospace, machin, avec les sièges rabattables, nanana, parce qu'il vous a fait parler. Il ne va pas vous vendre la décapotable alors que vous avez 5 enfants. Eh bien, vous, c'est exactement pareil. Faites parler l'entreprise, demandez, essayez de savoir ce qu'elle a besoin pour ensuite vous positionner et répondre correctement. Si vous ne faites pas ça, vous êtes foutu. Parce que vous allez répondre à côté de la plaque. D'accord? Montrez que vous avez réfléchi à l'adéquation de vos compétences par rapport à ce qu'eux, ils ont besoin. Toujours partir de ce qu'eux, ils ont besoin. Pensez au vendeur de voiture. Le vendeur de bagnole, lui, s'il vous montre la première voiture quand vous rentrez dans son agence sans vous demander qui vous êtes, c'est sûr, il va louper sa vente. Il va louper sa vente. Le slide suivant. Okay. Avez-vous des questions? Mauvaise réponse. Non, bah non, tout est clair pour moi. Alors ça, vous êtes mort. Ou alors, ben oui, est-ce qu'il y a des jours de RTT? Alors là, c'est même pas la peine. Ou bien Tous les avantages sociaux, c'est pas le tous moment. les Non, c'est avantages. Non, c'est pas le moment. Ça, c'est vraiment tout à la fin qu'on parle de ça. D'accord? Par contre, la bonne réponse, oui, ben, à ce moment-là, on retourne la question. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'être interactif avec avec le recruteur ou avec l'entreprise pour les faire parler. Ben, écoutez, oui, pouvez-vous me parler des prochains défis de l'équipe ou des priorités sur ce poste ou de priorités sur ce poste? Ça, c'est intéressant. Ça veut dire, bah, OK, vous m'avez fait parler, je vous ai parlé de moi, j'ai essayé de me vendre. Maintenant, moi, je voudrais que vous me parliez de l'entreprise. Bah, dites-moi pourquoi vous recrutez, etc. Ça, c'est important. Ça montre votre curiosité et votre sens du concret. J'en profite d'ailleurs, je ne l'ai pas prévu, mais ça me vient à l'idée. Sachez déchiffrer une annonce. Sachez déchiffrer le langage
d'un recruteur, d'une entreprise, que ce soit le langage verbal ou écrit. J'ai tendance à dire, méfiez-vous vous résistez au stress. Vous êtes polyvalent, vous touchez à tout. Méfiez-vous de ça. Ça veut dire très souvent, c'est le bazar. C'est le bazar, c'est le bazar, tout le monde fait tout et n'importe quoi, on ne sait pas qui fait quoi, on ne récompense que l'investissement en temps et non pas l'investissement en résultat. Faites attention à ça, posez les bonnes questions. Et vous dites que résistance au stress, vous pouvez préciser? Ah ben, nous, chez nous, hein, là, nous, chez nous, il faut que ça percute. Hein, il faut que ça percute. Nous, tous les matins, on ne sait jamais ce qui nous arrive, c'est le bazar. Enfin, on ne dit pas c'est le bazar, mais en gros, on vous fait comprendre que c'est le bazar. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont effectivement des grosses désorganisations en supply. Renseignez-vous sur les réseaux, est-ce qu'il y a du turnover ou pas, et ne tombez pas dans le piège où vous allez faire croire que vous êtes la personne qui va sauver l'entreprise, ou alors qu'on vous fasse croire que c'est vous on a vraiment besoin de vous pour que tout se redresse. Non. Très souvent, une désorganisation dans l'entreprise, ce n'est pas un candidat qui va pouvoir la solutionner, c'est un travail d'équipe. Et ça, on arrive des fois à lire dans les annonces. Vous résistez au stress, vous êtes fortement impliqué, etc., etc. Bien sûr qu'on est tous fortement impliqués, etc. Mais il y a des fois des codes et des petites phrases qui doivent vous interpeller, non pas pour dire je ne postule pas, mais dire tiens, je vais poser une question. Et vous verrez en face de vous si le recruteur est embarrassé ou pas. D'accord? Ça, c'est important. Question suivante. Arrive. Alors, combien souhaitez-vous gagner? Ah, très intéressant. Alors ça, Quelles sont vos prétentions salariales? Voilà. Alors, en France, on a une mauvaise culture. On n'aime pas l'argent en France. On n'aime pas les gens qui réussissent. On n'aime pas les gens qui sont riches. Il suffit de voir l'actualité, etc. Mais par contre, pour soi, on veut un beau salaire. Hein. Mais donc, du coup, comme l'argent, c'est tabou, très souvent, c'est tabou. On n'en parle pas. On est très mal à l'aise pour en parler. Pourquoi? Pourquoi vous êtes mal à l'aise? Vous n'allez pas voler l'entreprise. L'entreprise, elle va vous payer pour ce que vous allez lui rapporter. Vous allez lui rapporter 300 000 euros par an, elle va vous en donner 40. Donc, elle gagne de l'argent avec vous. Et vous aussi, vous gagnez de l'argent. Donc, en fait, il n'y a pas à avoir honte là-dessus. La mauvaise réponse, c'est bah, je veux le plus possible. Alors, pourquoi j'ai écrit ça? Aujourd'hui, je ne peux pas donner une proportion, mais il y a une proportion quand même importante de jeunes candidats qui se font éliminer bêtement lors d'entretiens. Je vais vous donner des exemples très concrets. Méfiez-vous de ce que vos profs vous disent à l'école. Ce sont des gens qui sont très souvent rentrés à l'école à 3 ans et qui sont sortis à 65. Donc, j'ai jamais mis le pied dans une entreprise. Leur objectif à eux, c'est de vous faire croire que vous avez bien fait de choisir cette formation parce que c'est la meilleure en France et que vous allez bien gagner votre vie avec cette formation. Et ils s'appuient d'ailleurs sur des études. Regardez, on a questionné nos anciens diplômés et ils nous disent que après 2 ans, ils gagnent tant. Mais c'est du déclaratif. On ne demande pas la photocopie de la fiche de salaire, c'est du déclaratif. Moi, j'ai déjà eu ça. Est-ce que de mon ancienne école, Cyril, pouvez-vous nous dire quel est votre salaire? Vous croyez que je me suis amusé à donner mon vrai salaire? Je l'ai grossi, mon salaire, bien évidemment. Donc, tout le monde grossit son salaire vers le haut. Donc, résultat, vous avez de fausses idées de ce qui se pratique. Et très souvent, quand on compare avec les cabinets de recrutement, on dit, mais bah, ils disent que ça vaut tant, mais ça vaut beaucoup plus. Non, ça ne vaut pas forcément beaucoup plus si vous n'avez pas d'expérience. Ça peut vouloir plus si vous avez une expertise. Donc, faites attention à ça, faites attention à ce qu'on vous dit à l'école. C'est la première des choses. Et puis ensuite, j'ai eu des cas, je vous le dis parce que j'ai eu des candidats après, avec qui j'ai échangé 1 an après des entretiens et qui m'ont avoué pourquoi, qui m'ont dit, je sais pourquoi vous ne m'avez pas retenu, monsieur Antoine. Et je dis, bah oui, je vous l'avais dit. J'en ai très souvent, tous les mois, j'en ai un comme ça. On arrive, voilà, à la fin de l'entretien, quelles sont vos prétentions pour le poste? La personne, ingénieur, 2 ans d'expérience, planificateur. Prix du marché, entre 40 et 42. D'accord? Mais écoutez, j'ai des prétentions à 55. Je dis, vous pouvez répéter? Il y a 55. Écoutez, moi, monsieur, j'ai fait les arts et métiers, j'ai fait ci, je connais SAP, j'ai fait ci, j'ai 55. Bon, je vais faire un effort à 50. Mais c'est votre salaire actuel? Oui, c'est mon salaire actuel. Et je ne suis pas dupe. Moi, je suis un ancien directeur supply, je connais le prix du marché, je suis en contact avec plein de directeurs supply, je sais très bien que ce n'est pas ça. Donc, en fait, le candidat, après, vous dit, bah, écoutez, je suis désolé, moi, mon client, il ne peut pas dépasser les 45. Là, le candidat, il a 2 options. Soit la première, c'est de dire, ah bon, c'est 45? Ah ben, ça peut m'intéresser quand même. Quelqu'un, vous dites, non, mais c'est pas possible, c'est pas sérieux. D'accord? Soit il campe sur ses positions en disant, bah, écoutez, non, moi, c'est 50 parce que, voilà, etc. Et là, il le regrette. Parce qu'il s'est dit, mince,
En fait, je gagne déjà 39 aujourd'hui. Si j'avais dû 43, ça passait. J'ai voulu demander plus de 50 en disant, tiens, le cabinet m'approche, donc il a gonflé le torse, il a gonflé les muscles, il s'est dit, le cabinet m'approche, je suis ARM métier, j'ai fait centrale, je parle 3 langues européennes, etc. Donc je vaux 50 parce que mon chef, mon ancien directeur de promo me l'a dit, et il se plante et il n'a pas le job. Il lui faut 3, 4 entretiens pour comprendre qu'il n'est pas du tout dans la bonne façon de faire. Et j'ai eu un candidat qui m'a dit, bah oui, en fait, j'avais un peu grossi mon salaire et vous l'avez remarqué. Bah, je dis, bah oui, c'est pas sérieux, etc. Donc ça, faites très attention à ça. Donc c'est pour ça que moi, je dis, alors, en fait, il n'y a pas la façon exacte de répondre à cette question, mais néanmoins, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'eux, ils ont. Bah oui, typiquement, le vendeur, lui, qui est vendeur voiture, qui s'intéresse, bah, c'est quoi votre budget? Bah oui. Et puis après, il vous propose la bagnole qui va avec. Bah, c'est quoi votre budget? Alors, on ne propose pas comme ça. On dit, OK, je cherche une rémunération équitable. Quelle est la fourchette que vous avez en tête? Là, l'entreprise, elle ne va pas tricher. Alors, souvent, les candidats se disent, oui, mais si elle peut me prendre à 50, elle va me proposer 45. Non, parce qu'elle a une grille de salaire et elle n'a pas intérêt à vous mentir. Elle n'a pas intérêt à vous mentir parce que vous serez après dans l'entreprise que dès le lendemain, la machine à café, vous allez apprendre que votre collègue, il gagne 5 000 de plus. Au bout d'un mois, vous serez parti. Donc, elle n'a aucun intérêt à faire ça. Donc, elle va vous proposer le salaire qui convient à votre niveau d'expertise, durée d'expérience et qui va rentrer après. À la marge, on peut négocier un petit peu, mais en tout cas, laisser la main à l'entreprise, c'est quand même, enfin, ça va vous rendre service, surtout au début quand vous cherchez un job. D'accord? Prenez le job et après, vous verrez ce que vous faites. Vous verrez si vous restez ou pas, mais prenez le job. Ce n'est pas dire qu'il faut vous brader. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Le jour, je recrutais un client qui me dit qu'il veut un responsable supply chain à 45 euros. J'ai refusé de faire le recrutement. Pour moi, c'est minimum 50. Donc qui manage 15 personnes, etc. C'est minimum 50. Donc, j'ai refusé de faire le recrutement. Moi, si vous êtes en direct et que vous sentez que vraiment, c'est pas du tout bon, n'hésitez pas à demander conseil à un cabinet, ou n'hésitez pas à me faire un message, je pourrais vous donner un avis. Mais en tout cas, c'est l'entreprise qui propose et après, vous dites oui ou vous dites non. D'accord? Alors Donc ça, justement, il y a des questions là-dessus. ouais. Je me permets de t'interrompre. Comment on se positionne quand on a déjà une fourchette de prix qui est proposée par l'entreprise? Est-ce que c'est opportun de se mettre pile dans la Alors, fourchette, un peu au-dessus pour alors, négocier? Qu'est-ce que tu en penses? moi, à titre perso, je ne mets très rarement les salaires. Je sais que ça fait débat, que ça part dans tous les sens, que oui, les recruteurs, ils devraient. Enfin, en fait, quand on met le salaire, quand on met une grille de salaire, par exemple, je proposais aller à un poste 55-60, ça ne veut pas dire que vous pouvez négocier entre 50 et 60. Ça veut dire que, effectivement, c'est 50, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il a intégré le bonus de 15% dedans? Est-ce qu'il a intégré d'autres choses? Vous ne 13e savez mois, pas. Le 13e mois, vous ne savez pas. Donc, intéressement, participation, voilà, vous ne savez les pas. tickets Donc, c'est pour ça que… resto. Voilà. Et donc, très souvent, moi-même, à titre perso, je peux vous dire, hein, il y a 15 ans, je me suis fait avoir, j'ai perdu un job de directeur, 100-120, et vous avez vos prétentions, bah, j'y suis à 120. Parce que je me suis dit, bah, tiens, je vais pousser un peu pour voir. Les gars me disent, ah non, mais là, ça ne va pas le faire parce que, ah non, le maximum, c'est 105. Oh putain, j'ai merde. Et là, il m'explique, bah oui, parce qu'en fait, c'est 105 plus 20% de bonus, et puis plus l'intéressement, plus le machin, plus le budget, on arrive à 120. Et si je lui avais posé la question, bah écoutez, quelle est la fourchette pour ce poste? Il m'aurait dit entre 100 et 105, j'aurais peut-être pu négocier 110, mais j'aurais pas pu, si j'avais dit 120, il m'aurait dit non. Donc ça, j'ai appris ça. Et le candidat aussi doit l'apprendre, ça. D'accord? Donc en fait, si vous voyez une offre qui est écrite à négocier, bah, demandez à l'entreprise ou au cabinet de vous annoncer la fourchette. S'il y a une fourchette, dites, écoutez, j'ai vu sur le site la fourchette 50-60, vous pourriez préciser en quoi consiste cette fourchette? Bah oui, soit 50, c'est pour les jeunes, 60, c'est pour les, enfin, c'est pas le mot jeune, c'est pour les profils juniors, et 60, c'est plutôt pour les experts. Ou alors, oui, dans la fourchette que j'ai mis, il y a le bonus de 10% qui est intégré. Et là, vous faites une petite pirouette intellectuelle, vous savez tout de suite si c'est OK ou si c'est pas OK, et vous faites éventuellement une proposition. D'accord? Donc, faites attention à ça, tombez pas dans le panneau, c'est pas écrit 50-60, que vous pouvez demander 60 en fixe. Attention, faites attention à ça. D'accord? Ok. On passe à la Après, suite. on passe à la suivante. Comment gérez-vous le stress? Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Je ne stresse jamais. Quand le stress monte, je prends un moment pour prioriser, découper les tâches, ce qui m'aide à rester efficace. Voilà, c'est ça, c'est une façon de dire. Le stress, on peut en avoir. On en aura tous. On On en a a. tous. On en a dans la vie perso, on en a. Bah, comment on le gère ce stress? On prend du recul. D'accord? On essaie de découper les tâches, on les segmente
pour pouvoir, parce que c'est sûr que si on se met une grosse montagne devant soi, on dit jamais je vais y arriver. Ok, on va s'y prendre étape par étape. Et ça montre qu'en fait, si vous savez gérer votre stress, ça montre une certaine maturité professionnelle. Parce que les gens qui partent tout feu, tout flamme devant un problème et qui disent oh là là, on n'y arrivera pas, non, il faut segmenter le problème. Hein, c'est comme quand on va en vacances à Bordeaux et que vous avez des enfants de 2 ans qui veulent faire pipi toutes les 2 heures, vous leur dites voilà, on va s'arrêter à Lyon, on va s'arrêter à Clermont. Vous segmentez votre voyage. D'accord. C'est exactement de la même manière, vous segmentez les problèmes. Ça, c'est du bon sens. Hein. Ok, Ok. question suivante. On arrive à la fin, je crois. Ouais. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? Je veux de meilleures conditions, je veux de meilleures opportunités. Non, c'est pas forcément ce qu'il faut dire. En fait, j'ai beaucoup appris, mais j'aimerais aujourd'hui avoir un environnement beaucoup plus stimulant, aligné avec mes valeurs. Voilà, ça c'est bien. Ne tombez pas dans le panneau. C'est une entreprise pourrie. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à partir. Et puis, ils n'investissent pas. Puis, mon chef, c'est un abruti. Faites attention à ça. Faites très, très, très attention à ça. Même si votre chef est un abruti, vous n'êtes pas forcément obligé de le dire. Je vous déconseille de le dire. Mais sachez, je ne suis pas dupe. Je suis pas dupe. Moi, en tant que recruteur, et beaucoup de recruteurs me le disent, la raison numéro un pour laquelle les gens veulent quitter leur job, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur manager. C'est la raison numéro un. Donc, même si vous ne le dites pas, on le sait. Ou alors, c'est parce que ça fait longtemps, ils sont à la fin d'un cycle. Ça fait 7, 8 ans, 10 ans qu'ils sont à un job. Quelqu'un, ils sont à la fin d'un cycle, c'est normal. Mais quelqu'un qui est là depuis 2, 3 ans, qui, dans une belle entreprise, où il y a des possibilités d'évoluer et qui n'évolue pas, c'est peut-être aussi parce qu'il ne s'entend pas avec son manager. On a le droit de ne pas s'entendre avec son manager. Moi, je ne suis pas copain avec tout le monde. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. D'accord? Et parler du futur, c'est convaincant. Voilà. Alors ensuite, pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? On l'a déjà dit, ok. Qu'est-ce Pardon. qui vous motive? Ah, pardon, ok, voilà. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive à atteindre nos objectifs? Ça, n'importe quel artiste dans la rue, vous le prenez, il vous sort cette phrase-là. J'aime quand je me dépasse, quand je dépasse mes objectifs et que ça a un impact concret sur l'entreprise. L'accomplissement collectif est ma plus grande source de motivation. Parce que les individualistes qui bossent que dans leur coin, on n'en veut pas trop. Alors, l'autre jour, j'ai une personne très très bien d'ailleurs, planificatrice toute seule. La planificatrice, elle est devant son écran, elle fait du planning. Elle a eu, à la fin, elle m'a dit, en fait, moi, ce qui m'anime, c'est de pouvoir interagir avec les autres services. Parler avec la DV, parler avec, avec la prod, etc., avec la logistique au magasin, etc., avec les commerciaux qui vont m'expliquer quelle est la tendance. Et là, je me suis dit, waouh, super, elle a une ouverture d'esprit. Elle n'est pas que sur son ordinateur à faire son planning. Ça, c'est une petite phrase qui peut vous démarquer. La suite, je crois qu'on arrive presque à la fin. Décrivez-moi votre façon de travailler. Je suis très autonome. Non, on ne veut pas forcément des gens très autonomes. On veut des gens qui aiment travailler de manière autonome, bien sûr, mais qui savent aussi également favoriser la collaboration, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est important. D'accord? Ne tombez pas aussi dans ce panneau-là. La suite, s'il te plaît. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Très, très important. Alors, à votre place, ça m'est arrivé de le dire il y a quelques années, sous le ton de la boutade. Mais ça, c'est une façon, en fait, de voir si vous réfléchissez à votre carrière. Je souhaite avoir évolué dans des responsabilités en développant une expertise forte et avoir un impact mesurable sur mes projets. Voilà, vous avez de l'ambition réaliste, mais vous êtes confiant. Voilà, vous ne voulez pas non plus être directeur demain, mais vous voulez développer votre expertise et avoir un impact sur les projets de l'entreprise. Pas forcément un projet à la concurrence, dans l'entreprise. Allez, super. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant que je vous ai expliqué comment préparer un entretien et vous projeter, hein, en 2 mots, c'est en gros, qu'est-ce qui vous fait. Enfin, le meilleur moyen de préparer un entretien, c'est qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Voilà. C'est tout. J'ai Très répondu bonne à cette question. question-là. Voilà. Vous avez répondu à cette question-là, vous êtes sûr de réussir votre entretien. S'il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas capable de répondre, vous commencez à sortir des grandes banalités, voilà, ça va être très compliqué pour vous. Allez, 10 vérités sur votre carrière. Alors ça s'adresse plutôt aux juniors, quoique. Parce que très souvent, on a des idées reçues. On croit que c'est en travaillant dur qu'on va avoir le meilleur poste, qu'on aurait la meilleure augmentation, etc. C'est pas du tout ça le monde de l'entreprise. Et ça, on vous l'apprend pas à l'école. D'accord? On vous apprend que c'est ceux qui travaillent le plus, qui partent le soir, le plus tard, qui vont avoir les meilleurs postes, etc. Et il y a des gens extrêmement découragés, qui ne comprennent pas, qui sont écœurés du monde de l'entreprise parce qu'ils n'ont pas compris les codes. Ça ne se passe pas comme ça du tout en entreprise. Tu peux avancer, Philippe. Découvrons. Voilà. Alors, restez parce que c'est confortable. Attention, il y a un danger. Ce n'est pas le confort, c'est la stagnation qui est dangereuse. D'accord? Une zone de confort peut vite devenir une prison invisible. Faites attention à ça. Ça ronronne, tout va bien. Et en fait, vous devenez moins bon.
vous devenez moins stimulé, vous devenez moins employable et vous devenez moins performant en interne pour votre entreprise. Ce qu'il faut viser, c'est une progression visible. Compétences, responsabilités, rémunération ou un vrai alignement des valeurs et d'impact. Pourquoi? En fait, moi, je vous ai marqué 2, 3 points. Action, faites le point tous les 6 mois. Tous les 6 mois, vous vous posez au volant de ma bagnole, voilà, je rentre du boulot, je vous pose ces questions. Qu'est-ce que j'ai appris de quelque chose de nouveau sur les 6 derniers mois? Ben, j'ai appris ci, j'ai appris ça, etc. Est-ce que suis-je mieux payé? Pas forcément au bout de 6 mois, peut-être au bout d'un an ou deux. Est-ce que je suis mieux payé que ce que j'ai eu il y a quelques mois, quelques années? Est-ce que le job me stimule encore? Posez-vous ces questions-là. Si vous vous posez ces questions-là, ça va vous aider à vous projeter. Alors, il y a aussi des gens qui veulent le confort parce que c'est pas loin de chez eux, ils vont en vélo, ils s'occupent des enfants, etc. C'est un choix. Mais ne venez pas ensuite, dans 10 ans, vous dire oh ben, je ne comprends pas, je n'ai pas évolué par rapport à mon collègue de promo, machin, etc., etc. Donc, c'est à vous de construire votre carrière et c'est à vous de vous poser ces questions-là. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez payé, mais que vous êtes, mais que vous êtes bon, demandez une augmentation. Si cette augmentation ne vient pas, ben, vous avez le droit de partir de l'entreprise. Même si le marché est tendu, quitter l'entreprise, ça veut pas dire je pars demain. Ça ne veut pas dire je vais le dire à mon collègue. On ne le dit surtout pas à son collègue, d'accord? Mais on peut être ouvert au marché. Beaucoup d'erreurs sont faites, c'est que, je l'ai marqué plus loin, bon, on en parlera plus loin, sinon après je vais tout mélanger. Tu passes à la seconde question. Vive le rêve des autres. Alors ça aussi, c'est une voie ne suivez pas une voie qui est dictée par vos profs, par votre famille, par votre papa, par la société, par le manager ou un manager, etc. C'est vous. Quel est votre équilibre dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez vous trouver? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes dans cette entreprise pourquoi? Alors, bien sûr, vous avez des gens qui s'en fichent, en fait. Ils s'en fichent du salaire, ou alors leur priorité, c'est d'aller courir le soir, ou alors de faire du vélo, ou de regarder ou de jouer aux jeux vidéo. D'accord, ça c'est un choix. Mais en tout cas, il faut trouver votre équilibre là où vos compétences, votre plaisir, votre contribution et votre rentabilité se rencontrent. D'accord? C'est-à-dire qu'un job, c'est épanouissant, mais il n'y a pas que le job dans la vie. Néanmoins, si on est bien dans sa vie, si on est bien dans sa tête, on est bien dans son job. Ça aussi, c'est aussi important. Pour trouver un job, il faut être bien dans sa tête, pour que tous les indicateurs soient ouverts, sinon ça se voit en entretien. Posez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce que j'aime profondément faire? Ensuite, il y a une autre question que vous pouvez vous poser. Attends. Est-ce qu'il y a un truc qui... Pourquoi suis-je naturellement bon? Ouais, voilà. Pourquoi suis-je naturellement bon? Qu'est-ce que les autres valorisent chez moi? Donc, c'est ces questions que vous devez vous poser. Exactement, c'est la notion d'ikigai, tout à fait. Et donc, ça, c'est vraiment important. Trouver l'équilibre, mais il faut être en paix avec vous-même. Si votre équilibre, c'est le job, c'est pas important pour moi, ok, c'est votre choix. Okay. Et On c'est pas passe, on parce passe à que. celle d'après? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Attendre que quelqu'un d'autre pilote votre carrière, très très important. La majorité des gens, aujourd'hui, j'en entretien, comprennent pas pourquoi ils n'ont pas eu le job. Pourquoi ils ont pas, on leur a pas proposé ci, pourquoi pas ça. Le piège, c'est qu'en fait, la majorité des gens, que ce soit jeunes ou moins jeunes, pensent qu'un bon manager, une bonne ressource humaine, c'est quelqu'un qui va vous faire progresser. C'est faux. Ça n'existe pas, ça. C'est très, 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 très rare. Ce qu'il faut viser, c'est l'autonomie. Vous devez être autonome. Autonome, ça ne veut pas dire je bosse dans mon coin et je ne partage pas. Ça veut dire je suis le seul patron de ma carrière. Il ne faut pas compter sur les autres. D'accord? Donc, oui, mais je bosse dur, et puis ben, mon chef, il ne m'a pas mis d'augmentation. Mais est-ce que votre chef, il sait que vous bossez dur? Est-ce qu'il vous l'a déjà dit qu'il avait remarqué que vous bossiez dur? Il ne sait pas, ça se trouve. Ça se trouve, il vous considère comme quelqu'un d'autre. Ou la dame des ressources humaines, elle est là pour faire de la politique, etc. S'assurer que tout le monde est bien dans l'entreprise. C'est pas elle qui va décider de vous faire évoluer ou pas. Ça peut arriver. On peut penser à vous au cours d'une réunion de people review, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, action. Demandez du feedback. Trop souvent, vous ne demandez jamais de feedback à vos managers, sans attendre qu'on vous en donne. Feedback, c'est voilà, est-ce qu'on peut faire un point? Qu'est-ce que tu penses de ma façon de travailler? Est-ce qu'il y a des points que je dois améliorer, etc., etc. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir des surprises en entretien de fin d'année. Ciblez les postes ou les entreprises qui vous attirent et démarchez-les. Vous êtes dans l'entreprise, vous faites des appros, c'est le CNOP qui vous intéresse, intéressez-vous au CNOP. Demandez à participer à une ou deux réunions simplement en observateur. Intéressez-vous, allez chercher le pouvoir. Le pouvoir de l'entreprise, il se prend.
Il ne se donne pas, il se prend. Allez prendre le pouvoir. C'est à vous d'aller prendre le pouvoir de manière intelligente. Et si c'est ça qui vous intéresse, le step d'après, intéressez-vous à ça. Moi, quand je suis rentré dans ma carrière, au début, j'ai chargé des palettes dans un entrepôt. Pourtant, j'avais un bac plus 5. Mais je me suis intéressé au poste de responsable d'entrepôt. Puis après, je me suis intéressé aux gens qui faisaient du planning. Tiens, explique-moi ton poste, comment ça se passe, etc., etc. Puis un jour, j'ai aidé quelqu'un, je l'ai remplacé pendant ses congés. Puis j'ai évolué. Puis après, hop, j'ai acquis des compétences que j'ai pu transposer ailleurs dans une autre entreprise. Et je suis arrivé directeur supply chain Europe au bout de quelques années. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Voilà. Donc, ciblez les entreprises qui vous attirent, ça c'est vraiment important, il faut les démarcher, ok? Et puis formez-vous, 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 formez-vous. N'attendez pas, formez-vous sans permission. Souvent, bah, ah mais moi j'attends que mon chef il me propose une formation. Pourquoi ton chef? On peut très bien se former sans avoir de diplôme. Vous allez sur YouTube, vous allez sur plein de trucs, il y a plein de gens qui vont, tiens, moi j'y connais rien en ligne. Je ne vais pas forcément attendre que mon chef me propose de passer Green Belt ou Black Belt. Soit je demande, auquel cas, peut-être que je vais obtenir l'information, soit je vais aller sur Internet et puis je vais me renseigner, tiens, qu'est-ce que c'est, même si je n'ai pas le diplôme, mais j'aurai ce que j'appelle la culture. Moi, je recrute des gens aujourd'hui qui ont la culture Lean. Ils ne sont pas forcément certifiés Black Belt ou Yellow Belt, ils ont la culture. Et parce que soit ils l'ont acquise dans notre entreprise, soit ils l'ont acquis par d'autres moyens. Allez chercher l'information là où elle est pour construire votre carrière. Alors moi, Point numéro 4 aujourd'hui. je ne peux Ouais, que recommander d'acheter des livres, hein. Des livres de mmh, référence sur les sujets de la supply. Il y en a plein. En fait, tout le savoir, tout est déjà connu dans les livres. C'est souvent un savoir disponible maintenant à l'heure actuelle. bien sûr. Alors, le Quatrième point suivant. point. Alors, quatrième Moi, point, croire que tout le monde est votre ami. Alors là, attention, je me suis fait avoir plusieurs fois dans ma carrière et d'autres se font encore avoir tous les jours. Globalement, vous êtes trop naïf. Vous êtes dans un environnement compétitif. Et donc, compétition, ça veut dire quoi? Ben, compétition entre concurrents de marques différentes, compétition entre collègues, compétition entre directions. Malheureusement, c'est bon dans l'entreprise. On pourrait dire qu'on veut tous être dans un monde de bisounours, mais ça n'existe pas. Les relations authentiques et réciproques, pas juste des collègues de surface. Attention à ça. Passez votre temps à vous occuper des relations authentiques et réciproques. Je, je m'intéresse à lui, est-ce qu'il s'intéresse à moi? C'est comme une relation d'amitié. Une relation d'amitié ne peut durer que si ça va dans les deux sens. Si vous vous intéressez que à une personne de votre association, mais qu'elle ne s'intéresse pas à vous, l'amitié, elle peut pas se forger. L'entreprise, c'est pareil, sauf que là, on ne parle pas d'amitié, on parle de relation de travail. D'accord? Donc ça, c'est important. Et ce n'est pas que des collègues, c'est des gens qui peuvent vous faire grandir, sur qui vous pouvez vous appuyer. Ça peut être des collègues d'un autre service, sur lequel vous allez apprendre des choses et vous leur allez apprendre. Observez les comportements, pas les mots. Observez les comportements des gens. Les gens qui vous font des grandes phrases, ah mais t'es super, t'es ceci, cela, mais qu'en fait, mais que c'est pas suivi de faits, méfiez-vous de ça. Identifiez ceux qui vous tirent vers le haut et ceux qui vous épuisent. Dans votre entreprise, il y en a. Vous avez des collègues, vous avez des managers, vous avez des gens qui sont inspirants, qui vous tirent vers le haut, sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous savez, quand on saute dans une piscine et qu'on ne sait pas bien nager, et qu'il y a quelqu'un qui sait nager, le premier réflexe qu'on a, c'est de s'appuyer sur ses épaules. Ben, c'est exactement ça. Vous savez à peu près nager, vous êtes dans le grand bassin, il y a quelqu'un qui sait nager, appuyez-vous sur ses épaules. Et ne vous appuyez pas sur soi-disant une bouée qui va se dégonfler. Eh ben, c'est voilà, mettez votre énergie. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut sélectionner vos amis, je suis en train de vous dire ne perdez pas votre temps avec des gens qui vous épuisent, qui sont dangereux pour vous, qui sont toxiques, qui vous savonnent la planche, etc. Passez du temps avec des gens qui vont vous tirer vers le haut. Pratiquez l'éloignement stratégique aussi, c'est-à-dire si vous pensez que cette personne est néfaste à votre évolution ou qu'elle est dangereuse, etc., ne lui en dites pas trop. Et très souvent, les jeunes diplômés ont tendance, même d'ailleurs les anciens, hein, ont très souvent tendance à beaucoup trop parler à la machine à café. On parle de ses états d'âme. Alors, le chef, l'augmentation, t'as vu ci, t'as vu ça. Vous ne savez pas à qui vous le dites. Vous ne savez pas comment ça peut être répété, interprété, etc., etc. Et très souvent, après, on le regrette de la Les personnes à qui vous devez vous confier, c'est vos amis en dehors de l'entreprise, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, etc. Mais l'entreprise ne peut pas vous confier à vos collègues parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Donc, soyez extrêmement prudent avec ça. Je trouve souvent que vous êtes naïf là-dessus. Croire que, alors on passe au suivant, attendre le bon moment. Ben oui, bien sûr, on attend toujours. Ah ben j'attends. Ah non, mais j'attends pour postuler à cette offre. C'est exactement moi, mais j'attends encore un peu. Et puis, non, je ne vais pas aller le voir tout de suite pour l'augmentation, je vais plutôt attendre la fin de l'année. J'ai appris que machin allait partir, je me bien le job, mais je vais attendre parce que peut-être qu'ils vont me le proposer. Pourquoi attendre?
Foncez. Il vaut mieux une action imparfaite plutôt qu'une action où vous êtes frustré. D'accord? Donc, foncez, allez de l'avant, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le boulot, foncez. Vous avez une idée en tête, allez-y. C'est jamais le bon moment pour demander une augmentation. C'est jamais le bon moment pour vous positionner. C'est jamais le bon moment pour dire quelque chose. Mais c'est comme c'est jamais le bon moment. C'est le bon moment, alors. Allez-y. De toute façon, ce ne sera pas pire demain qu'aujourd'hui. Donc, allez-y. Lancez votre projet, même si ce n'est pas prêt à 100%. Faites une candidature imparfaite. Quand j'ai candidature imparfaite, ça veut dire que vous la bâclez. Ça veut dire que, par exemple, voilà, il y a un tel qui part dans le service d'à côté, vous aimeriez ce poste, vous pensez que vous n'avez pas toutes les compétences, mais allez-y quand même. Parce que l'entreprise peut peut-être vous former, elle sera peut-être contente de vous faire évoluer, et vous aussi. D'accord? Voilà, c'est ça que je veux vous faire passer comme message. D'accord? Ne soyez pas attentiste, encore une fois, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. N'attendez pas qu'on vous appelle, qu'on vienne vous dire, tiens, on a pensé à toi. Parce que tellement de gens sont frustrés dans l'entreprise, tellement sont dégoûtés, j'ai pas d'augmentation, j'ai pas ceci, cela. Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien fait. On m'a dit qu'il fallait travailler pour obtenir. Oui, d'accord, mais ça ne se passe pas comme ça dans l'entreprise. Ce n'est pas ceux qui travaillent le plus qui obtiennent le plus. C'est ceux qui sont visibles. Tu peux mettre le prochain slide, s'il te plaît. Alors, on arrive presque au terme. Est-ce que tu penses que tu as le temps de terminer ou on fait un jeu de questions-réponses? Écoute, est-ce qu'on peut. Bon, moi, j'aimerais quand même aller jusqu'au bout parce que tu vois, Ah, vas-y. si les gens sont OK pour essayer 10 minutes de plus, ce serait vraiment bien. Ok. Allez, Alors, ceux qui veulent oubliez. rester, restez. Et les autres, vous pourrez voir aussi le OK. webinaire en replay. Allez. Bon, super, merci, sympa. Oubliez la vision long terme, le piège, c'est se concentrer uniquement sur le salaire immédiat ou le plaisir instantané. Ça, c'est pas bon du tout. Essayez de vous projeter dans 5 ans, qu'est-ce que j'aimerais faire? Tiens, moi, j'aimerais être responsable supply. J'ai 25 ans, je vais être responsable supply chain à 35 ans. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Il faut que je m'intéresse aux appros, il faut que je m'intéresse au planning, il faut que je m'intéresse au centre de distribution. Voilà, aller voir les gars qui bougent les palettes, qui déchargent les camions, il faut que je m'intéresse à ça. D'accord? Il faut que je construise mon réseau de gens qui peuvent me faire grandir, qui peuvent m'apporter des choses, des mentors, que ce soit des gens en dehors de l'entreprise ou dans l'entreprise. Et c'est à moi de construire ça. Voilà. OK? Tu peux me mettre la suite, on arrive presque à la fin, je crois. Alors, oui. Paf, paf, paf. Trop jouer la sécurité, oui, confondre stabilité et sécurité. Un CDI, c'est pas un bouclier, un CDI. Aujourd'hui en France, que ce soit en France ou en Europe, vous allez perdre votre job du jour au lendemain. Si on vous sépare de vous, on se séparera. La liberté de rebondir, le vrai filet de sécurité, c'est vos compétences, votre réseau, votre capacité d'adaptation. On l'a dit en tout début. Travaillez votre réseau, construisez votre réseau, ayez des contacts, pas forcément intéressés, mais pour demain. Préparez le coup d'après. D'accord? Apprenez par vous-même. Renseignez-vous, allez sur YouTube, on apprend des choses très intéressantes sur différentes choses. À demander aux collègues, lisez. Et ça dépend que de vous. Si vous ne voulez pas le faire, pas de problème. Le jour où vous allez perdre votre job, le jour où vous aurez envie de partir, comment vous allez voir? C'est à vous de travailler votre taux d'employabilité. Ce n'est pas à l'entreprise de le faire à votre place, c'est à vous. Bien sûr, vous avez des entreprises, des grands groupes qui vont le faire pour vous, mais ça représente 5%, ça. D'accord? Donc, sortez de votre routine, explorez des nouveaux secteurs, des nouvelles façons de faire. Intéressez-vous à, tiens, là, typiquement, vous êtes un webinaire de Cyril Antoine, ça pourrait être un webinaire de quelqu'un qui va vous parler du nouveau DDMRP, etc. Ouvrez vos chakras, acceptez l'inconfort, renseignez-vous. Des fois, c'est inconfortable de changer de job. Et puis, ça permet. Voilà, c'est comme quand moi je fais de la course à pied, voilà, quand on veut améliorer sa performance, c'est inconfortable parce qu'il va falloir aller plus vite à l'entraînement. Donc, on souffre un peu plus, la fréquence cardiaque elle monte. Et puis, au bout de quelques heures d'entraînement, on commence à se sentir beaucoup mieux dans sa peau. Puis on dit, putain, j'ai bien fait de suivre ce plan, etc. Maintenant, je peux courir le 10 bornes en 45 alors qu'avant, je courais en 50 minutes. C'est exactement la même chose en entreprise. Accepter l'inconfort. Ensuite, pensez que le talent suffit. C'est faux. Se reposer sur vos capacités naturelles sans effort continu, c'est faux. Votre talent, bien sûr, votre travail, ok, mais votre réseau, c'est un avantage durable. Les gens qui ont du talent, mais qui bossent dans leur coin et personne ne le sait, ils n'évoluent pas. D'accord? Vous savez, je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Je connais quelqu'un, il avait un magasin de pizza, ça marchait super, du tonnerre de Dieu. C'était le numéro un sur une station balnéaire, pizza, pizza, pizza. Voilà. Mais il communiquait que pas. Voilà, il savait qu'il était bon, etc. Et puis un jour, il y a un avion qui est passé 50 fois sur la plage, super pizza qui ouvre, super pizza qui ouvre. Les gens, ils ont vu de la pub, ils sont allés là-bas, et lui, il a ses ventes qui ont baissé. Pourtant, c'était des pizzas qui n'étaient pas bonnes. Là, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires parce que le mec, il communiquait. Voilà. Certes, il n'avait pas forcément du talent, mais il savait se faire voir. Voilà, pensez à ça.
Eh ben lui, il avait du talent en pizza, il bossait dans son coin, mais par contre, il ne savait pas se faire repérer. Donc, comme il était le seul vendeur de pizza dans la station balnéaire, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a eu un concurrent qui est arrivé, ça a été compliqué. D'accord? Choisissez une compétence à approfondir tous les ans. Ça, c'est important. Quelle compétence j'ai envie d'approfondir? Que ce soit dans le travail, mais ça peut être dans les relations, ça peut être de l'anglais, ça peut être n'importe quoi. Rapprochez-vous des gens, des gens meilleurs que vous. D'accord? Pour progresser, il faut se rapprocher des gens meilleurs que vous. Il faut s'appuyer sur les gens meilleurs que vous. On regarde quelqu'un, il est inspirant. On ne regarde pas quelqu'un qui est mauvais, on regarde quelqu'un qui est meilleur. Demandez-vous chaque semaine, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Posez-vous ces questions-là. Et Ensuite, ça peut apporter des super réponses, hein. Et ben, puis bien surtout, sûr, voilà. peut-être que la première semaine, on ne saura rien. Et puis les semaines d'après, on va se dire, oui, bah, effectivement, il faudrait que j'y pense pour la semaine prochaine. Effectivement. Et vous aurez confiance en vous et vous aurez pas peur à chercher du boulot et à vous vendre après. Avoir peur de négocier. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Se contenter de ce qu'on vous donne, par peur d'être mal perçu. Et pourquoi? Parce qu'en France, l'argent, c'est tabou. C'est caca, on n'en parle pas. Ben si, on a le droit d'en parler. Ok. Et Euh, puis, moi, j'aime bien ce que tu mets derrière parce qu'il ne faut pas demander une promotion pour avoir une promotion. C'est quoi les KPI sur lesquels j'ai performé? Qu'est-ce que j'ai rapporté comme exactement. argent? Faut un Exactement. débat de faits et pas un débat d'idées. Exactement. Exactement. Voilà, exactement. On prépare son argumentaire à froid. Preuve à l'appui. J'ai fait ci, j'ai fait ça. D'ailleurs, comme on fait, comme tous les 3 4 mois, on demande un feedback à son chef. Et qui vous a dit que tu avais bien fait ça? Il suffit de reprendre le truc. Hein. Tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, Il est coincé. Il ne peut pas vous dire c'est faux. Il est coincé. Donc, soit il veut garder ses talents et il va faire quelque chose pour vous. C'est pas forcément une augmentation, mais ça peut être une formation, un truc comme ça. Soit il vous a sorti du flanc et il ne le croit pas. Soit il le croit, mais il n'a pas les moyens. Mais dans tous les cas, au moins, après, vous pouvez décider. Je pars pas. Je reste pas. Mais au moins, vous êtes en position de force pour négocier. Enfin, pas de force. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous n'avez aucune honte à demander. Mais de manière raisonnable, bien évidemment. Hein. Sinon, Oui, puis on peut, voilà. quand on a du mal à négocier, on peut aussi le demander dans l'entretien individuel. Voilà, j'aimerais avoir une augmentation l'année prochaine. Qu'est-ce que je Oui, pourrais faire pour l'obtenir? Qu'est-ce que tu pourrais me mettre exactement. comme objectif qui justifierait d'avoir cette augmentation? Voilà. Alors, vous avez Et des là, entreprises qui vont vous dire, bah, écoute, Cyril, je suis désolé, mais tu es déjà au sommet de ce qu'on peut donner parce que Madame Michu, si tu veux, on ne peut pas te donner plus. Bon, ben, vous prenez vos responsabilités. Vous oui, restez bah après, pas. on a le choix de dire, bon, bah voilà, je comprends, moi j'ai un plan de carrière où j'ai Voilà, envie de exactement. progresser Ben, sur je le m'en plan du vais. salaire, je vais commencer à regarder le réseau, ce qu'il propose. Exactement, exactement, Et là, ça donne exactement, un signal aussi à l'entreprise. exactement. Et c'est marrant parce qu'en entretien, quand je pose la question du salaire, j'ai un candidat sur deux qui se gratte la tête. Ils sont comme ça, ils sont hyper mal à l'aise avec l'argent. Il ne peut pas être à l'aise, il ne peut pas être mal à l'aise. Alors qu'en supply chain, en plus, on est là pour améliorer la satisfaction client et réduire les coûts pour y parvenir. Donc Eh forcément, ben, on va être amené à parler argent avec beaucoup de eh personnes. ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr, On n'est bien pas sûr. les Ouais. achats, mais bah, il va falloir défendre son budget, il va falloir dire, voilà, on va gagner 5 000 € si on fait ci, si on fait ça. Donc, il faut savoir parler argent, Voilà, c'est exactement. fondamental. C'est combien je vous fais gagner et qu'est-ce que je vaux sur le prix du marché et comment vous pouvez me faire évoluer. Ça peut être dans une formation. Alors, neuf, croire que travailler dur se voit naturellement. Bah, ça aussi pareil, voilà, c'est travailler en silence en espérant qu'on va vous remarquer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la visibilité stratégique, faire savoir ce que vous faites, à qui c'est et à qui ça bénéficie. Vous devez vous positionner. Quand est-ce que je vais pouvoir placer à qui je vais pouvoir le placer que tiens, j'ai amélioré les stocks de temps. C'est pas la machine à café. Il faut réussir à pouvoir le dire à des décideurs, à des gens qui vont se dire tiens, Cyril, il est pas mal. Il m'a expliqué l'autre jour ce qu'il a fait, il m'a montré, etc. Pour que ces gens-là aient une bonne opinion. C'est pas votre pote. C'est identifier les décideurs dans l'entreprise. Qui c'est qui décide? Qui c'est qui a l'antenne du patron? D'accord? Demandez à travailler sur des sujets visibles, des choses qu'on voit, pas les trucs dans votre coin où il n'y a que vous qui voyez et personne ne voit. D'accord? Ça, c'est un peu comme l'avion qui passe sur la plage pour dire venez chez moi, chez des pizzas. C'est visible. C'est con, mais c'est comme ça. Apprenez à pitcher votre impact en moins de 2 minutes. Ça, c'est hyper important. Donc, encore une fois, on croit que parce qu'on bosse dur dans son coin, on va avoir l'augmentation et le poste. Non, ça ne se passe pas comme ça dans l'entreprise. Vous vous trompez totalement. Ce qu'on vous a appris à l'école, ce n'est pas du tout ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et Ouais, moi, dernier je me point, souviens sur un poste à pro, j'avais un de mes collaborateurs qui m'avait dit, ouais, Jean-Baptiste, moi je suis arrivé, le taux d'accusé réception il était à 70%, donc maintenant il est à 95%, j'ai bien fait mon job. Ah bah, je lui dis, bah, effectivement, bah, tu as bien fait ton job et en plus, bah, on va le montrer aux autres pour qu'ils puissent bah, progresser. Et donc, bah, c'est le gars qui est devenu responsable à pro par la suite. Voilà, ben voilà. tout simplement. C'est pas se faire gonfler, faire le lèche-botte, etc. Non, c'est pas ça. C'est montrer vos réalisations
aux bonnes personnes qui sauront s'en souvenir pour vous faire évoluer ou vous reconnaître. Tout à fait. Allez, bah, ah bah voilà, Ah, voilà, alors, on a terminé. Je vous avais demandé 10 minutes de plus. Bon, voilà, je suis désolé, je suis bavard mais passionné. Vous avez très probablement des questions, des interrogations. Je suis prêt à y ouais, bah, répondre. Et puis, là, ceux qui ont envie de rester pour poser leurs questions, c'est top. Alors, on a plusieurs, avant que les personnes posent leurs questions et se sentent à l'aise pour le faire, on a une personne qui nous pose une question, c'est Arthur. Est-ce que c'est possible de basculer sur des postes plutôt orientés à DV vers des postes de planification? Qu'est-ce que tu en penses? c'est plus délicat. L'ADV, on bascule plus souvent sur des postes de demand planner, donc prévisionniste, analyse supply chain, etc. C'est possible si vous avez déjà une première formation en planning, ne serait-ce qu'acquise en alternance, ou alors il faut carrément le dire dans l'entreprise. Moi, j'aimerais faire du planning. Et à ce moment-là, on va peut-être vous mettre avec la personne qui fait du planning et vous former, bien sûr. Maintenant, c'est plus facile d'évoluer dans une entreprise que de quitter son entreprise en ADV pour postuler un poste de planning. Moi, j'ai quelqu'un qui n'a fait que de l'ADV, qui postule un poste de planning, je prends pas. Bah, Par risque contre, total pour l'entreprise. ben, beaucoup trop de risques. Donc, par contre, ce qui est important, c'est de se dire, moi, demain, je veux être patron du planning. Donc, je vais essayer de demander à mon entreprise si je peux aussi faire un peu de planning, remplacer monsieur Untel quand il part en vacances. Et puis, si votre chef, il est OK, vous savez, on a toujours besoin de gens pour remplacer quelqu'un qui est en arrêt maladie, etc. On va vous former. Une fois que vous avez acquis une certaine expérience, là, vous partez. Et là, vous mettez sur votre CV que vous étiez responsable de l'ADV, que vous avez fait du planning aussi. Donc, oui, Ouais, tout est possible. Toutes les passerelles sont possibles. C'est à vous d'aller provoquer l'opportunité. Des fois, on arrive à la provoquer, des fois, on ne peut pas. ouais, alors faut rappeler aux personnes qu'il y a souvent des grilles de polyvalence, de polycompétence, qu'il faut essayer d'aller les chercher pour se dire, bah voilà, est-ce qu'on recherche de la polyvalence sur le métier de planning? Si c'est le cas, bah, faut dire à son chef, écoute, il y a une grille de polycompétences, vous avez besoin de Ouais, gens sur le planning, ça m'intéresse. On a ça plus de m'intéresse. chances. Est-ce que tu peux me former? Est-ce que tu peux me former? Moi, j'ai envie d'apprendre. Et dans l'entreprise, une entreprise, elle a envie de gens qui s'investissent, qui sont impliqués, qui sont moteurs, qui sont agréables, positifs, souriants et qui ont envie d'aller de l'avant. Donc, on les alimente, ces gens-là. Et l'entreprise qui dit, bah non, je ne vais pas l'alimenter parce qu'il va partir. Mais c'est un faux calcul. De toute façon, si vous voulez partir, vous partirez. Donc, la bonne entreprise, elle va miser sur vous, même si vous partez, c'est pas grave. Elle va miser sur vous. Voilà, donc ceux qui le souhaitent, vous pouvez ouvrir votre caméra, vous pouvez ouvrir votre micro, poser une question à Cyril verbalement. N'hésitez pas. On laisse un petit moment de pause pour que vous puissiez appuyer sur le bouton. Alors, on voit Malena qui a posé une question par écrit. Alors, attends, toi, JB, toi, tu as peut-être vu Malena qui dit qu'est-ce que vous pensez d'un profil. Attends, pourquoi ma souris ne marche pas? Ah, c'est bon. Postuler un poste qui demande un étudiant M2 si on est actuellement en M1, alors qu'on a déjà plusieurs années d'expérience dans le domaine. Vous pouvez postuler quand même. C'est open, ça, hein. Ouais, vous pouvez postuler quand même, bien sûr. Si Bah, c'est si une écrit, personne. si c'est écrit master, ingénieur et que vous êtes bac plus 3 avec 4, 5 ans, 10 ans d'expérience, postulez quand même. Vous savez pas ce qui se passe derrière. Vous savez pas. Ou à Ouais, l'inverse. tout à fait. Bah, s'il n'y a personne qui convient et que vous faites Enfin, l'affaire. en gros, dites-vous que le diplôme, on s'en fiche. Le diplôme, c'est un peu la carte de visite. Non, mais c'est pas dire qu'on s'en fiche. Je suis peut-être un petit peu trop brutal dans mes propos. Mais le diplôme, c'est un peu une carte de visite, mais on recrute une personnalité. Quelqu'un d'agréable, de positif, de souriant, etc. C'est ça qu'on recrute. On ne recrute pas un diplôme. Donc, n'ayez aucune frustration, n'ayez aucune honte, n'ayez aucune gêne de dire ah ben je suis pas le bon diplôme, on s'en fiche. Là, je recrute quelqu'un qui va faire un poste de responsable planning. Elle a fait quoi? Elle a fait un truc, un master en développement durable. Qu'est-ce que ça a à voir avec le planning en prod? Mais par contre, elle fait du planning en prod et elle fait du très très bon boulot. Je m'en fiche de son diplôme. Par contre, le fait qu'elle ait un master, bah, elle parle anglais, elle a une ouverture d'esprit, elle sait ce que c'est l'entreprise. Mais ce qui c'est plus important, c'est ce qu'elle a appris. Le diplôme, ça sert au début, mais il n'y a pas que ça. Ok, alors Anna nous posait une question sur le fait de quand est-ce qu'il faut commencer à postuler, si on est déjà en poste et qu'il nous reste 4 mois à faire, est-ce qu'on peut commencer à postuler rapidement ou pas? Alors, il vous reste 4 mois à faire. Ça veut dire que vous savez que votre contrat va s'arrêter dans 4 mois? Ouais, c'est Non, Anna là. en fait, moi, j'ai envie de partir. J'ai envie de. Il n'y a pas d'évolution de De poste, ouais, responsabilité d'accord.
par rapport à mon niveau D'accord? académique que je vise. Mhm. Mais en fait, j'ai envie de partir. C'est pour ça que je fais mon master. Pour ça, j'ai envie d'être alignée avec mes attentes, avec Mhm. ma passion, avec mes envies. Mhm. Et justement, je me pose la question, est-ce qu'il m'est resté quasiment 4 mois pour terminer, Ah, d'accord, de formation. pour terminer mon diplôme. Vous Quand pouvez je... déjà postuler maintenant. Vous Hum, pouvez déjà postuler maintenant parce que, en fait, vous savez qu'un processus de recrutement, ça dure entre 1 mois et 3 mois. Donc, vous pouvez déjà postuler maintenant. Moi, aujourd'hui, j'ai des candidats que j'approche en chasse qui me disent: Ah ben non, monsieur, je suis désolé, je suis pas intéressé parce que je suis disponible qu'au mois de décembre, qu'au mois de janvier. Et on est en janvier là. Parce que le temps que je fasse l'entretien, qu'il voit mon client, qu'il se passe machin, on va arriver en janvier. Donc, en fait, Oui. c'est une fausse réponse. C'est oui, oui, je suis disponible, mais je peux être opérationnel qu'en janvier, mais je peux faire les entretiens maintenant. Donc, vous pouvez déjà Euh, postuler maintenant. bon, D'accord, après, mais en fait, ce que moi je postulais, ce que j'ai eu un des retours du terrain, qu'en fait, que c'est un peu gênant que j'ai pas ménagé en direct des personnes, que en fait que je fais que beaucoup d'expérience en management transversal. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti pendant les OK. entretiens. Et comment je peux enlever cette frein? Effectivement. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il vous reste 4 mois à faire et sur votre diplôme. Ça c'est effectivement l'opportunité que vous avez peut-être eue. C'est là où c'est compliqué, effectivement. Quelqu'un qui veut manager, quand on sort d'école, on n'a pas managé. Donc on n'a jamais managé. Mais comment, alors au début, on ne va pas forcément vous donner un poste, mais après, peut-être au bout de 3 4 ans, vous voulez manager. Donc ça peut être par exemple de dire, bah, moi, j'avais dans mon service un alternant. C'est moi qui me suis occupé de lui, etc. Mais ça peut être aussi, bah écoutez, moi je suis capitaine de l'équipe de handball, voilà, j'ai fait du scoutisme, c'est moi qui organise, je sais pas moi, la traversée du lac à la nage, et donc bah, je gère des bénévoles, des associations, un budget, un machin, donc vous managez en fait. D'accord? Simplement, vous ne managez pas de l'entreprise, mais vous managez. Donc vous avez du leadership. Donc ça, vous pouvez le vendre, par exemple. Mais D'accord. après, voilà, après, vous pouvez aussi, entre guillemets, enjoliver ce que vous faites. Je ne vais pas vous dire ça, mais c'est clair que dans votre service, il y a probablement un stagiaire qui était là. D'accord? Vous l'avez pris sous votre aile, vous l'avez expliqué, tiens, fais ci, fais ça. En fait, vous l'avez managé. Certes, vous n'êtes pas allé jusqu'à l'entretien d'évaluation de fin d'année, etc., mais vous l'avez managé. Et puis, si vous pensez que vous avez la fibre managériale, si vous vos collègues, vos amis disent: Ah oui, non, mais un tel, ah ouais, mais elle, quand elle propose un truc, on l'a su, elle est super, etc., etc. Ça veut dire que vous avez. Le leadership, c'est pas quelque chose qui s'acquit, on n'apprend pas ça à l'école, c'est naturel ou pas. Et donc, si vous l'avez, vous arriverez à expliquer les choses. Maintenant, souvent, on peut rentrer sur des premiers postes en management, sur des petites équipes de 2 3 personnes, en disant qu'on a déjà managé des alternants, par exemple. D'accord? Ça m'est arrivé déjà de faire mener des entretiens annuels Ouais. il n'y a pas de dans problème. ma carrière. Dans ma Il y a pas carrière. de D'accord. problème. Eh ben, très bien. Eh ben, très bien. Vous pouvez dire, bah, Ça, j'ai déjà piloté. Ok, très bien. Une autre mais, question? Merci. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Je vois pas les alors, trucs. bah, il y a une personne, Dédé. Alors, Dédé, je ne sais pas qui est Dédé. Il a une licence en LEA, c'est une licence générale, et il aimerait bien Hmm. se spécialiser dans ce domaine, donc j'imagine la supply chain. Supply? Donc, il a décidé de faire un master en management supply chain depuis l'année dernière. Mais il ne trouve Hmm. pas d'alternance. Alors, il dit, bah, pourquoi pas faire une année de bachelor dans ce domaine en alternance, mais c'est compliqué aussi. On me demande de l'expérience, je ne sais pas quoi faire. Ah C'est bah, compliqué. Alors moi, effectivement, je suis contacté très souvent par des étudiants qui cherchent des alternances, etc. Il n'y a pas y a pas de miracle, hein, sinon ça se saurait hein, pour trouver une alternance. Mais c'est le réseau, hein, c'est vraiment le réseau. Hein. C'est vous déplacer dans les entreprises autour de chez vous, dans un rayon de 50 km, vous avez des entreprises, hein, c'est de vous déplacer. Hein. Voilà, bah, je cherche une alternance, etc. Malheureusement, c'est compliqué l'alternance parce que ça fait partie beaucoup du réseau. Si vous n'avez pas de réseau, c'est un petit peu plus compliqué. Des fois, les écoles peuvent vous aider. Des fois, les grands groupes, il faut aller regarder sur les sites carrières des grands groupes. Voilà. J'ai pas de réponse miracle pour ça, d'accord? Mais l'alternance, c'est quand même important. Si vous n'avez pas d'alternance, bah effectivement, vous pouvez faire un bachelor. Vous pouvez faire un bachelor, effectivement.
Oui, Aujourd'hui, on recrute plus facilement des gens qui ont fait une alternance que des gens qui ont fait une formation initiale. ouais. Alors, on rappelle aussi que nous sommes dans une association de supply chain, que vous pouvez venir dans l'association, vous rencontrerez des professionnels et ce sera l'occasion pour vous Vous faire peut-être de repérer. décrocher une alternance. Eh bien sûr, tout à fait, Jean-Baptiste, c'est excellent. Bien sûr, il y a des soirées qui sont organisées de réseautage où, voilà, on va parler ci, on va parler de ça. Moi, j'y vais aussi pour repérer. Des fois, je repère des candidats seniors, mais des candidats juniors. Et moi, ce qui m'intéresse, je ne leur demande pas leur diplôme, je m'en fiche. Je vois comment ils sont. Ah, il est souriant, il vient vers moi, il m'a posé 3 questions, il a fait une remarque pertinente et tout. Je dis, tiens, intéressant ce candidat. Et hop, je leur demande en contact après, puis on discute, etc. Et c'est ça, c'est le réseau. C'est pas que mon CV, voilà. Bah non, on s'en fiche de votre CV. C'est vous qui vous êtes. On recrute une personne. On recrute pas l'IA, on recrute pas un ordinateur, on recrute une personne. Ah non, on intègre des stagiaires hein, qui deviennent potentiellement des futurs alternants dans l'association. Aujourd'hui, on a signé notre premier stagiaire. Voilà, il va contacter plein d'entreprises, se faire un réseau. On espère pour lui qu'il va devenir alternant au travers de ces échanges. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Voilà, écoutez, est-ce possible Bah, également pour une si, personne en recherche CDI de transmettre son CV? Bah, est-ce possible qu'une personne en recherche CDI me transmette son CV? Oui, des CV, j'en reçois 50 par jour. Oui, vous pouvez me transmettre votre CV, mais si j'ai pas un poste à pourvoir immédiatement, je vous répondrai qu'on garde contact. Mais euh, oui, oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le ça faire. agrandit ton vivier. Oui, exactement. Vous pouvez le faire, mais j'aurai pas forcément un job à vous proposer immédiatement. Donc bah là, alors, on va envoyer un message, on va mettre ton adresse email, tout le monde va recevoir le message, le lien vers YouTube. Et ceux qui veulent envoyer des CV à Cyril pourront envoyer des CV à Cyril. Ils pourront aussi le contacter s'ils ont des questions particulières. Ce sera avec grand plaisir que Cyril répondra à vos questions. Alors, je, je précise toute une chose. Là, je vais recevoir 50 CV et je ne vais pas vous appeler les 50. Hein. Donc, je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Donc, sachez que le CV, moi, je les archive. J'ai une base de données, une CRM, qui me dit, voilà, tel type de diplôme, tel type d'expérience, etc., etc. Et éventuellement, je vais puiser dedans le jour où j'ai un besoin. Pour les meilleurs CV et les profils pour lesquels j'ai un poste actuellement ou qui va se développer, parce que moi, les cabinets savent que dans 2, 3 mois, il va y avoir un besoin. À ce moment-là, j'appelle le candidat, on en discute tout de suite. Déjà, je commence à prendre la température. Mais sinon, je ne peux pas, c'est pas possible. Comprenez Ah bien oui. que voilà, c'est absolument pas possible. Donc, parce que je suis un indépendant. Et puis, c'est pas parce qu'on envoie des CV à des cabinets que le cabinet va vous trouver un job. C'est pas le rôle du cabinet. D'accord. On a une bonne question d'Hubertine qui est étudiante en Master 2 Supply Chain. Donc, Master 2 Supply Chain, déjà, on est en bac plus 5. Hein. Elle Mhm. aimerait se spécialiser l'année prochaine. Alors, vous souhaitez vous spécialiser dans les études encore ou dans votre travail? Vous pouvez préciser, Hubertine? Bon. N'hésitez pas Alors, à elle veut ouvrir votre micro. Hein. alors, on va Dans les études. Ah dans les bah, études. Ok, super, très bien. Écoutez, moi, je vais faire de la promo pour l'école que j'ai fait. Hein. J'ai fait l'ISLI, hein, l'Institut supérieur de logistique industrielle à Bordeaux, Catch Bordeaux. C'est l'école number one en supply chain. Voilà. Ça fait partie des 2 meilleurs, 3 meilleurs en France. Ok. C'est l'école qui coûte cher. Attention, c'est une école qui coûte très cher. Mais l'ISLI va vous ouvrir des portes. L'ISLI va vous faire réfléchir sur la supply. Mais il en existe d'autres. Donc, en fait, soit vous faites une école comme ça prestigieuse supplémentaire en supply, voilà, qui va vous ouvrir des portes, des contacts industriels, etc. Soit vous dites, bah, moi, tiens, je vais me spécialiser dans un domaine. Par exemple, tiens, je vais faire une petite formation en amélioration continue pour être, par exemple, Green Belt. Ou bien, je vais faire l'APIX. Voilà, parce qu'il y a des entreprises internationales, beaucoup d'entreprises internationales à l'étranger, mais qui sont implantées en France. Là, je recrute pour un groupe américain qui est en France. Bah, il va obligatoirement la certification APIX. Je dis, mais là, j'ai quelqu'un qui a fait l'INSA, qui a fait les arts et métiers, qui a fait le master. Non, non, mais c'est APIX. Parce que les Américains, ils ne jurent que par ça. C'est en fait la référence mondiale, l'APIX. D'accord. Donc, ça peut être intéressant de faire une formation APIX. Mais ça peut être aussi de dire, bah, tiens, je vais me payer une petite formation qui n'est pas diplômante, mais une petite formation en DDMRP. D'accord. Ou autre chose. en Euh, management? en Parce que, management. Alors, oui, effectivement, en management, effectivement, on peut avoir les clés, c'est une chose. Après, il faut pratiquer, mais ça peut être du management, effectivement. Euh, ça peut être
ça peut être, enfin oui, enfin, tout dépend si vous voulez une formation diplômante ou une formation qui va rajouter une certification sur votre CV ou alors qui pour vous va vous enrichir et va vous ouvrir un peu des horizons différents ou va accentuer un point que vous avez peut-être vu en cours qui vous intéresse. Ouais, pour moi, il y a vraiment quatre domaines où on peut progresser en supply, en plus d'avoir un diplôme Supply Master 2. C'est l'amélioration continue Lean Manufacturing, comme tu l'as dit, le CPIM avec l'APIX ou CSCP, toutes ces certifications de l'APIX, elles sont puissantes. Gestion de projet, hein, parce que Ouais, gérer des projets, bah, ça c'est pas donné à tout le monde, ça ouvre des postes assez intéressants. Et puis ouais. la dernière qu'on vient d'évoquer, bah, c'est aussi le management, hein. Effectivement, il faut pouvoir pratiquer, mais souvent le management n'est pas toujours bien abordé dans les études. Donc il y a des petites formations assez utiles qui existent sur le marché, comme outildumanager.com. Mm, effectivement. Bah, je pense qu'on a épuisé un peu notre temps. Ouais. Merci à vous pour votre fidélité en restant longtemps sur ce webinaire qui a duré un peu plus longtemps. Ah, J'espère que vous avez eu des 65 réponses à personnes, vos bah, c'est bien, questions. je suis content, ça me fait plaisir qu'il y ait du monde qui soit présent. Voilà, donc vous retrouverez le webinaire bien évidemment sur notre chaîne YouTube. On va vous envoyer également les documents qui ont été projetés pendant le webinaire. Et puis, bah, si vous avez des questions, bah, revenez vers Cyril, soit par LinkedIn. J'imagine c'est ce que tu préfères, Cyril. Oui, c'est pas mal LinkedIn. Alors effectivement, moi j'aime bien avoir des gens qui me réclament pas des choses. J'aime bien avoir des gens qui ont déjà un projet, qui ont déjà des idées. Tiens, je voudrais pour poursuivre mes études. Tiens, dans mon poste il se passe ça. J'ai pensé à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux pas avoir les réponses à toutes vos questions, mais par contre, je vous demande c'est de faire un premier travail avant sur la question pour laquelle vous allez me solliciter. C'est pour me donner votre CV, ben, je le lirai attentivement et je l'archiverai. Mais si c'est pour d'autres questions plus personnelles, il y a déjà une réflexion avant. Voilà, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien le faire. Quoique c'est pas mon job, je suis recruteur, je suis chasseur de tête, je suis pas coach. Je suis pas coach, quoique je fais du coaching, mais je facture Ah ça oui, tu fais du aux coaching. entreprises. Hein. Là, je fais du coaching aux entreprises. Je fais du coaching de salariés qui vont quitter l'entreprise ou qui ne vont pas quitter l'entreprise pour les aider à retrouver un job, etc. Donc ça fait partie de mes prestations. Donc je le fais volontiers et de manière totalement gratuite auprès des gens qui me sollicitent, si je peux le faire dans la limite du temps disponible. Parce que moi, j'ai aussi une vie de famille et j'ai aussi des loisirs, donc et j'ai besoin de dormir aussi. Donc voilà. Okay. Excellent, eh ben, c'est super. Merci Cyril en tous les cas pour tous ces tips, ces conseils, astuces qui j'espère permettront à tous ceux qui ont participé au webinaire d'avoir le petit truc en plus qui leur permettra de décrocher un job. Ça sera avec grand plaisir d'apprendre si ça vous a aidé. Donc on vous remercie et puis on vous dit à bientôt aussi en offline chez Alpe Supply Chain. Vous retrouverez Cyril et d'autres personnes ou en online sur les prochains webinaires. Et donc on va aussi préparer la suite avec Cyril sur des prochains événements qui pourront aider les personnes à progresser au sein de l'entreprise. Merci à tous et bonne Merci. carrière supply. Allez, à bientôt, bye Merci. bye. Allez, bye bye, ciao. Ciao. Merci. Merci. Au Au revoir. Au revoir. revoir, au revoir, Au revoir. au revoir.